Oui. Maurice Kamto. Donc, vous êtes ici au siège de l'Europe. Vous êtes au cœur des institutions européennes. Oui. Quel est le message que vous êtes venu porter aux parlementaires? D'abord, je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour l'intérêt que l'Europe porte à ce qui se passe au Cameroun et surtout l'attention qu'elle porte sur le processus démocratique, le respect des droits et des libertés fondamentales et le règlement des crises multiples qui frappent notre pays. Le message que je suis venu porter, c'est un message qui vise effectivement à donner davantage d'informations sur la situation du pays. Depuis 3 ans, au moins, notre pays est confronté à une guerre fratricide interne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. En plus, en 2018, il y a eu une élection présidentielle dont nous sommes sortis vainqueurs dans les urnes, mais dont les résultats officiels ne reflètent pas le choix des Camerounais dans les urnes. Il s'en est suivi une crise post-électorale avec au cœur de cette crise la question du code électoral ou du système électoral camerounais, avec une nécessité évidente de reviser ce code électoral, de réformer ce système électoral en sorte d'éviter des crises futures dans notre pays. Ces deux raisons, crise dans les régions anglophones et crise post-électorale, avec au cœur de cette crise la question des règles du jeu électoral, nous ont amenés à ne pas aller aux élections législatives et municipales convoquées pour le 9 février prochain. Et il nous a semblé que, étant en Europe, c'était une occasion exceptionnelle, d'abord de venir exprimer notre sentiment de gratitude à l'Union européenne pour cette résolution par laquelle elle attirait déjà l'attention des dirigeants camerounais et de la classe politique camerounaise sur la nécessité de réformer le code électoral de façon à éviter les crises post-électorales, mais aussi à un meilleur respect des libertés publiques, car au moment où je vous parle, nous avons encore pas mal de nos camarades et sympathisants qui sont détenus. Il y en a 15 en particulier. Le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakuba Mota. Mais quelles sont vos attentes concrètes? Aujourd'hui, le Cameroun est dans cette situation. L'Europe a déjà fait une résolution. Cela reste très théorique. Quelles sont vos attentes concrètes? L'Europe a une palette de mesures qu'elle peut prendre. Et précisément, nous sommes arrivés à un niveau où l'Europe doit elle-même constater que sa résolution est restée sans suite et qu'il est peut-être temps de prendre des mesures beaucoup plus effectives qui puissent amener le gouvernement camerounais à comprendre que le Cameroun fait partie de la communauté internationale et qu'il ne peut pas être indifférent aux interpellations dont il est l'objet de la part de ses partenaires. Et l'Union européenne est un de ses principaux partenaires. Nous pensons qu'il y a des mesures additionnelles, des mesures supplémentaires qui doivent être prises. Des sanctions économiques? Sanctions, mais ciblées, parce que nous ne voulons pas que les populations camerounaises, globalement, souffrent des sanctions qui seraient des sanctions globales et indiscriminées. Il nous semble que nous sommes arrivés à un niveau où il faut bien identifier ceux qui sont à l'origine des blocages politiques actuels, de l'exacerbation des tensions, de l'option militaire, tous azimuts, choisie par le gouvernement pour régler une crise qui doit être réglée politiquement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en ciblant ces personnalités, on peut leur envoyer le message clair qu'ils ne peuvent pas amener un pays à la dérive et à la destruction impunément. Mais alors, on pourrait entendre que vous cherchez clairement des alliances, un soutien extérieur avec des pays européens. Dans votre démarche géostratégique, quels sont les pays avec lesquels vous faites alliance ou alors avec lesquels vous souhaitez faire alliance, que ce soit en Europe ou en Afrique? Je ne parlerai pas d'alliance. Il ne s'agit pas de construire une alliance contre mon propre pays. Ça n'est pas concevable. Nous venons expliquer la situation qui prévaut dans notre pays. Nous voulons sensibiliser les acteurs majeurs de la communauté internationale sur la situation désastreuse du Cameroun. Situation désastreuse, je n'ai parlé que des aspects sécuritaires et humanitaires,
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je dois y ajouter la région de l'extrême nord où sévit encore une crise de nature différente puisque là, le pays subit des attaques extérieures d'une secte extrémiste, mais il n'empêche que cela contribue à l'insécurité dans notre pays, à la crise humanitaire. Et d'ailleurs, cette crise de l'extrême nord continue à générer beaucoup de pertes en vies humaines et à créer une situation sociale intenable dans une région qui a été abandonnée et où la pauvreté ne cesse de croître. Mais une fois que j'ai dit cela, je ne peux pas perdre de vue les conséquences économiques et sociales d'une situation aussi désastreuse. Le gouvernement lui-même, camerounais lui-même, ceux qui sont en charge de la conduite des affaires du pays, ont déclaré les régions du nord-ouest et du sud-ouest régions ou zones fiscalement sinistrées. Ça veut dire que l'État lui-même renonce à collecter l'impôt dans ces zones parce que l'économie n'existe pratiquement plus. Depuis 3 ans, les jeunes enfants de ces régions ne vont pas à l'école. Mais je dois y associer donc les conséquences économiques et sociales, l'immigration massive des Camerounais qui se lancent dans l'aventure parfois de l'immigration illégale parce qu'ils n'ont pas de perspective dans le pays et tout cela pour trouver la mort dans le Sahara, du désert du Sahara ou dans l'océan, dans la mer Méditerranée. Cela est inacceptable et c'est pour cela que l'Europe, qui est le principal ou la destination de préférence des migrants camerounais comme des migrants d'ailleurs d'autres pays, ne peut pas rester indifférente par rapport à cela. Et pour justement que cette immigration illégale ne devienne pas exponentielle, il faut traiter le problème à la base. D'où notre sentiment de la nécessité et même de l'urgence d'aller vers ses partenaires, l'Europe, mais également d'autres pays occidentaux qui sont dans des relations bilatérales, amicales avec le Cameroun. Où, après, ici, nous irons en Amérique du Nord dans la même opération, expliquer, convaincre. Puisque nous ne pouvons pas régler, ou en tout cas nous avons donné l'impression que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes, entre Camerounais, nos problèmes, on est obligé de solliciter l'aide extérieure pour nous aider à régler ces problèmes. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous avez été déclaré perdant des dernières élections présidentielles. Aujourd'hui, vous continuez à revendiquer votre victoire, mais où est-ce que vous allez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une démarche de récupérer ce qu'on vous a volé, ou alors vous êtes passé à autre chose et vous pensez déjà aux échéances futures? Non, il faut bien nous comprendre. Le rappel du résultat des élections dans les urnes et des circonstances dans lesquelles ces élections ont eu lieu, c'est simplement un rappel de faits, c'est factuel. Et quelle que soit l'issue de la crise politique à laquelle mon pays est confronté demain, on ne peut pas effacer ce fait historique. L'histoire retiendra que ces élections se sont déroulées telles qu'elles se sont déroulées. C'est-à-dire qu'il y a eu un vainqueur dans les urnes qui est ma modeste personne et qui a eu un vainqueur proclamé par les institutions mises en place par un président qui lui-même était candidat sortant à cette élection présidentielle. Mais une fois que nous avons dit cela, et nous n'avons cessé de le dire, nous avons tendu la main au gouvernement pour que l'on solde le passif de cette crise post-électorale. Quand vous tendez la main et quand vous dites d'ailleurs l'objet pour lequel vous tendez la main, c'est-à-dire régler, sortir d'une crise, cela veut dire que vous n'êtes pas figé dans le passé. Nous voulons effectivement que le pays bouge, avance, se tourne vers l'avenir. Quelle proposition? Mais pour cela, il faut que l'on s'assoie, que l'on discute des conditions dans lesquelles on doit avancer. Nous ne pouvons pas décider unilatéralement de comment on sort de la crise, parce qu'après tout, ce sont ceux qui ont fait le rôle d'homme électoral qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais comment sortir de cette crise? Nous sommes disposés à en discuter. Nous avons fait des propositions. Par exemple, régler la crise du Nozo, pour ce qui est justement de mettre un terme à la situation d'insécurité et la crise humanitaire terrible, parce que quand même, je rappelle très brièvement que c'est une crise qui a fait entre 3 000, suivant les sources, entre 3 000 et 12 000 morts. C'est une crise qui a fait entre 400 et 800 000 déplacés internes, 35 à 40 000 réfugiés au Nigeria, 3 années sans scolarisation, sans éducation dans ces régions. Donc c'est quand même une situation suffisamment grave. Mais nous avons également la crise post-électorale, à l'issue de laquelle il y a eu des manifestations pour montrer notre désaccord par rapport aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et qui nous a valu notre arrestation arbitraire et notre détention illégale pendant 9 mois. Alors pour sortir de tout cela, il faut s'asseoir. Et
Par exemple, réviser consensuellement le système électoral pour éviter des crises futures. Comment pouvez-vous garder les mêmes règles qui ont été à l'origine d'une crise, pour les élections futures et espérer que vous n'allez pas avoir de nouvelles crises? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Comment peut-on organiser des élections au Cameroun aujourd'hui alors que manifestement les deux régions anglophones du pays ne pourront pas prendre part à ces élections? Il ne suffira pas d'envoyer des camions supplémentaires de militaires là-bas qui vont voter peut-être à la place des populations pour dire qu'il y a eu des élections. Nous savons que, par exemple, l'élection présidentielle de 2018 a vu un taux de participation de 5%. Chiffre officiel du gouvernement lui-même, dans la région de l'extrême nord, du nord-ouest, qui est une des régions anglophones. Et si le gouvernement lui-même a dit 5%, réellement, nous devons imaginer que c'était 1% ou 0,05%. Donc, comment dans ces conditions, alors que l'insécurité ne cesse de s'accroître dans la région, espérer que ces populations vont participer à ces élections qui sont des élections de proximité? Nous parlons d'élections des maires, de conseillers municipaux, de députés, ceux qui vont les représenter. S'ils ne peuvent pas, je termine sur ce point, prendre part à ces élections, le message que nous leur envoyons, cela veut dire qu'ils ne sont pas des Camerounais. Or, moi, je ne peux pas accompagner le gouvernement dans la partition de mon pays. Je suis opposé à la sécession. La solution pour régler la crise anglophone aujourd'hui, et nous le disons très clairement, est fédérale. Il faut un système fédéral au Cameroun pour régler la crise anglophone et les attentes d'autres Camerounais. La crise, elle est située géographiquement dans 2 provinces. Il y en a 8 autres. Est-ce que vous ne pensez pas que ne pas participer à ces élections, c'est quelque part aussi être absent dans cette partie de l'histoire? Parce que ces élections, après, elles seront validées. Il y aura des candidats élus de d'autres partis. Et donc, vous perdrez la main sur tout le territoire, finalement. La question qui se pose n'est pas de savoir si on participe à une élection ou pas. La question fondamentale est, on participe à une élection pour quoi faire? En vue de quoi? Est-ce que la décision de ne pas aller aux élections était une bonne décision dans les conditions actuelles, dans le contexte actuel? Nous répondons par l'affirmative. Je dois vous dire que cette décision a été prise par le Conseil national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est l'instance la plus élevée de notre parti entre 2 conventions. Les conventions ont lieu tous les 5 ans et entre 2 conventions, c'est le Conseil national. Nous avons fait le diagnostic et le constat suivant. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas accepter la partition de notre pays. Nous ne pouvons pas dire que on veut la paix dans le Nozo, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et aller à ces élections. Parce que ce serait accompagner justement le gouvernement dans la poursuite de la guerre qui se déroule dans le Nozo. Et nous ne voulons pas être complices de cela. Aller, deuxièmement, aux élections avec un mauvais code électoral que nous avons dénoncé depuis 2013, y compris en soumettant une proposition de loi de réforme au Parlement qui n'a jamais trouvé de suite. Donc tout le monde a vu à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018 qu'il a des imperfections, des insuffisances graves. Parce que vous pouvez gagner les élections dans les urnes et ne pas être proclamé le vainqueur. Donc aller aux élections dans ces conditions n'avait pas de sens. Donc nous avons pensé que c'était la meilleure décision aujourd'hui, d'autant plus que toutes nos propositions depuis 2013 n'ont jamais eu de suite. Il s'agissait aussi d'envoyer un message très clair au gouvernement pour dire nous ne serons pas complices de cela. Et au peuple camerounais que les élections de février 2018 ne régleront aucun problème. Nous voyons déjà la recrudescence de la violence dans les 2 régions et cette violence va s'accentuer après les élections. Les élections du 9 février 2020 ne résoudront aucun problème au Cameroun. Ni le problème sécuritaire et humanitaire, ni le problème politique. Donc, dire que nous allons perdre la main ou que nous ne seront pas partie de l'histoire, non. Le 9 février, ce ne sera pas de l'histoire, on n'écrit rien. D'autant plus que le gouvernement n'avait d'ailleurs pas besoin d'organiser ces élections, que lui-même a repoussé à 2 reprises. Pourquoi n'avoir pas repoussé 6 mois ou 1 an pour régler les problèmes en profondeur avant d'y aller? Alors même que le contexte politique nous est largement favorable, nous avons dit, nous sommes prêts à accepter que le gouvernement repousse les élections de 6 mois ou de 12 mois pour qu'on règle le problème. Je termine juste sur ce point en disant, nous n'avons pas créé le MRC pour donner quelques positions à nos camarades du parti. Nous avons créé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour qu'elle soit une force transformatrice de notre société, pour qu'elle apporte le changement auquel les Camerounais aspirent depuis plus de 25 à 30 ans. Et donc, ne pas aller aux élections
c'est dire que nous ne pouvons pas accompagner le gouvernement actuel dans son maintien à perpétuité au pouvoir. Un chiffre ou 2 chiffres pour vous montrer pourquoi ces élections n'ont aucune signification, parce que ceux des partis dits de l'opposition, entre guillemets, qui y vont, ne pourront rien faire. L'Assemblée nationale du Cameroun a 180 sièges de députés. Et avant d'aller aux élections, le parti qui est dominant, dont le parti au pouvoir, a déjà 134 députés. Il ne reste donc que 46 sièges de députés en compétition pour l'ensemble de l'opposition. 46 en compétition, c'est-à-dire qu'ils ne les ont même pas gagnés. Mais même si on leur accordait la totalité des 46 sièges, ils n'approcheraient même pas la majorité, la moitié des sièges. Donc que vont-ils faire au Parlement? Comment vont-ils influencer le processus législatif? Même au plus fort de la force de l'opposition au Cameroun, où ils avaient la majorité au Parlement avant de le perdre parce qu'un parti s'est détaché avec ses 6 députés pour rejoindre le RDPC, ils n'ont jamais pu faire passer même une proposition de loi, examinée même simplement par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est vain, il ne faut pas tromper les populations camerounaises. Il ne faut pas mentir aux citoyens camerounais en leur faisant croire que vous pouvez apporter quelques changements en participant à ces élections. Donc Maurice Kamto, vous venez de Paris, où le 1er février, vous avez fait un discours lors d'un rassemblement plutôt historique, inoubliable, parce que vous avez pu réunir près d'une dizaine de milliers de Camerounais, place de la République. Comment on se sent après ça? J'allais dire, on se sent à la fois le même et on mesure les attentes et l'énormité de la tâche qui vous incombe. D'abord, je crois que c'était, quand vous dites une dizaine de milliers, évidemment, nous n'allons pas faire une querelle de statistiques, c'est peut-être ce chiffre-là multiplié par 2 ou par 3. Parce que la place de la République, globalement, d'après les informations que nous donnent ceux qui sont, comment dirais-je, plus familiers de cette place, réunit à peu près 80 000 personnes. C'est-à-dire que pour remplir la place, il faut à peu près 80 000 personnes. Et je crois que nous approchions la moitié, n'est-ce pas, de la place. Donc c'est bien plus que cela. Mais cela étant dit, quand on a organisé un tel meeting, une telle réunion publique, d'abord on est le même parce qu'on est constant dans le message que l'on porte. Mais quelque part, on ne peut pas être indemne après un événement comme celui-là parce que vous voyez les attentes de vos compatriotes. Ces attentes vous galvanisent en même temps qu'ils vous montrent le poids, comme je disais tout à l'heure, de la tâche. C'est énorme, les attentes, ces attentes. Et nous allons fort, justement, du soutien de cette diaspora qui a fait un travail extraordinaire pendant notre détention pour justement sensibiliser la communauté internationale sur notre situation. Nous allons tout faire pour que demain, cette diaspora soit en capacité de contribuer au développement de notre pays. Nous voyons en elle une vraie chance pour notre pays. Le gouvernement en place au Cameroun, le pouvoir en place, voit en la diaspora camerounaise une menace, un danger, des gens qu'il faut écarter. Nous voyons en elle une chance et c'est avec elle que nous ferons le travail de transformation de notre pays. Durant votre discours, vous avez parlé de panafricanisme. Quelle est votre vision du panafricanisme? Notre vision du panafricanisme est que, tout en restant dans l'idéologie de départ des pères fondateurs du panafricanisme et surtout de ceux qui ont développé la pensée panafricaniste, il faut avoir une approche pragmatique du panafricanisme. Qu'est-ce que j'entends par pragmatique? C'est-à-dire que si l'on rencontre des difficultés à organiser un panafricanisme, une fédération africaine à 54 États d'emblée tout de suite, il faut commencer là où c'est possible. Et c'est pour cela que j'ai dit, mon panafricanisme est un panafricanisme pragmatique. Si nous sommes en capacité de gouverner demain, croyez-moi, nous allons œuvrer à ce que ça démarre en Afrique centrale, avec les pays qui seront prêts à commencer avec nous. Si c'est un pays, on commence à 2. Si c'est 3 ou 4 ou 6 pays, parce que la CEMAC a 6 pays, alors tant mieux, nous commencerons à 6. Et cette dynamique pourra ensuite se répandre progressivement à l'échelle de l'ensemble du continent. Pensez que si les 5 régions qui ont été créées par l'Organisation de l'Unité africaine et aujourd'hui l'Union africaine, les 5 régions s'organisent d'abord sous forme fédérale, les 5 régions, il sera encore plus facile aussi pour les 5 régions de se mettre
ensemble pour créer la fédération continentale. Donc nous ne voulons pas que l'obsession soit de dire on va s'asseoir un jour à Addis Abeba et on va rédiger une constitution fédérale acceptée et adoptée tout de suite par tout le monde à 54. Ce serait l'idéal. Mais si ça n'est pas possible d'aller à cet idéal directement, pour ne pas perdre 50 autres années à chercher le panafricanisme sans le trouver, nous voulons le commencer quelque part. Parce qu'il s'agit d'une nécessité vitale pour le développement futur de notre continent et pour son affirmation et sa présence au monde. Cette alliance, cette union entre États, elle passe forcément par la question de monnaie. Quel est votre positionnement par rapport au franc CFA et aux revendications fortes actuelles ? Non, ça ne passe pas nécessairement par la question de monnaie. La question de monnaie est un aspect du problème. Mais il est évident que plus les États africains vont s'organiser, vont se fédérer, plus ils seront forts pour avoir une monnaie forte, une monnaie qu'ils peuvent gérer. Quand je dis forte, non pas au sens purement économique, c'est-à-dire une monnaie stable. Je préfère dire cela comme cela, parce qu'en termes économiques, une monnaie forte n'est pas toujours bonne pour l'économie à tout moment. Mais ils auront une monnaie stable qu'ils pourront gérer. La question du franc CFA, je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'est une monnaie obsolète, qui ne répond plus aux attentes des pays utilisateurs du franc CFA aujourd'hui, qui ne répond plus à leurs besoins économiques et surtout à leurs besoins de développement. Et par conséquent, tout le monde, je crois en tout cas, une très grande majorité de ressortissants des pays africains, dont moi-même, sommes d'accord qu'il faut aller vers autre chose. Nous avons vu et écouté des annonces à Abidjan à propos du franc CFA. On parle désormais de l'éco, qui, il faut le dire d'ailleurs, est une appellation qui a été choisie et arrêtée par la CEDEAO et non par l'UEMOA. Mais à Abidjan, on a semblé parler uniquement pour l'UEMOA. Mais cette dynamique vous intéresse ? Éminemment. Éminemment. L'Afrique centrale n'est pas encore pour l'instant embarquée là-dedans. Mais nous observons très attentivement à ce qui se passe en Afrique centrale. C'est déjà une indication de dire qu'on change d'appellation. C'est déjà une indication, une bonne indication de dire que les avoirs des pays africains, leurs réserves ne seront plus déposées au Trésor français. Il faut nous indiquer où ce sera déposé. Est-ce que c'est à la Banque de France ou à la Banque centrale européenne? Et si c'est la Banque centrale européenne, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ce ne serait pas la Banque centrale européenne qui serait garante de la parité du franc CFA plutôt qu'un pays membre de la Banque centrale de l'Union européenne? C'est pour cela que j'insiste toujours pour dire le diable est dans les détails. Et comme on nous a annoncé qu'il y aura un accord entre l'État français ou le ministère des Finances, si j'ai bien compris, ou la Banque centrale de France, mais je crois qu'il s'agit du ministère des Finances et les pays africains utilisateurs de l'éco, il faut voir le contenu de cet accord. Parce que s'il s'agit simplement de remplacer un mécanisme par un autre, c'est sans intérêt. Mais si on veut vraiment que les pays africains retrouvent de la marge pour gérer leur économie et pouvoir faire jouer la flexibilité quand c'est nécessaire, procéder aux dévaluations sans attendre que ce soit le garant qui ordonne la dévaluation, il va falloir aller un peu plus loin. Et le fait que cette dynamique soit impulsée par la France ne vous semble pas suspect? Peu m'importe qui impulse, c'est le résultat qui compte, c'est le contenu des accords qui compte. Vous croyez que si vous êtes en situation de dépendance ou que si vous êtes prisonnier ou esclave et quelqu'un vous libère, vous allez chercher à savoir quelle est la couleur de ses yeux, peu m'importe. Ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est d'avoir notre propre souveraineté monétaire, de pouvoir avoir une monnaie sur laquelle nous avons le contrôle, pouvoir mener nos politiques monétaires et nos politiques de développement économique et surtout d'exportation qui nécessitent de la flexibilité, les ajustements monétaires nécessaires lorsque cela s'impose. Nous voulons avoir cela, peu m'importe celui qui nous permet d'avoir cela. Parmi les pays africains que vous connaissez très bien, lesquels sont ceux qui vous inspirent le mieux en termes de gouvernance? Gouvernance politique ou gouvernance politique et économique? Parfois, il y en a qui réussissent une gouvernance économique extraordinaire, sans être des modèles du point de vue de la gouvernance économique. Il y a quelques rares pays aujourd'hui qui arrivent à coupler les deux. Moi, je trouve... Vous pouvez en citer ? Oui, mais je ne voudrais pas me faire ici celui qui note les États ou pas. Je voudrais juste dire qu'on voit quand même des signaux très intéressants, par exemple dans un pays comme le Ghana, où effectivement on voit que la démocratie s'enracine, s'installe sur le plan de la gouvernance politique, où il peut y avoir des alternances sans
sans accroc, où on voit un président en fonction perdre une élection après un seul mandat et effectivement reconnaître la victoire de son adversaire et lui passer le pouvoir. Où on peut voir d'anciens chefs d'État aller régulièrement rendre visite aux chefs d'État en fonction, qui est d'ailleurs tout disposé à recueillir leurs conseils pour que le pays avance. Mais également sur le plan économique, avec les performances économiques du Ghana. Moi, je les salue, je suis admiratif parce que j'ai visité ce pays en 1986, quand il était au fond du gouffre, il était pratiquement à l'état où Kwame Nkrumah l'avait laissé en 1966. Et je retourne au Ghana en 2012, je retrouve tout un autre pays et les indicateurs économiques sont absolument formidables là-bas. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, rien n'est parfait nulle part, mais je regarde les grandes tendances et je dis voilà un pays qui est dans la bonne direction. On peut citer parmi les pays francophones un pays comme le Sénégal qui, en dépit de ses difficultés, est quand même resté assez stable du point de vue de la démocratie qui s'enracine. Il y a maintenant beaucoup de débats sur les questions économiques, sur la gouvernance économique. Je pense que ces débats méritent d'avoir lieu parce que si effectivement les choses commencent à déraper, il faut rattraper avant qu'il ne soit trop tard. On pourrait citer quelques autres pays en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. Évidemment, le Botswana reste le modèle, j'allais dire presque absolu, de démocratie couplée avec une excellente gestion économique. Et donc on aimerait pouvoir très rapidement voir des exemples de ce genre se multiplier en Afrique. Maurice Kamto, au-delà d'un homme, Paul Biya, quel est le problème principal identifié par vous du Cameroun, au-delà du chef de l'État en place? Moi, je n'ai pas de problème personnel avec les individus. Y compris le chef d'État, c'est d'abord l'institution. Ce n'est pas M. Paul Biya que l'on voit derrière. C'est une institution qui ne fonctionne plus, qui ne remplit plus ses missions, qui ne permet plus au pays d'avancer. Au contraire, qui précisément parce qu'il n'a plus le contrôle de la situation, laisse le pays régresser. Nos indicateurs sont absolument terribles. Et lorsque vous prenez le produit national brut par habitant, le produit intérieur brut par habitant, le PIB, par habitant au Cameroun, non seulement jusqu'à récemment, il stagnait, mais il recule. C'est-à-dire que nous en sommes, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, avec le PIB par habitant que nous avions en 1986. Est-ce que les gens savent cela? En 1986, nous avions déjà entre 1300 et 1400 dollars de PIB par habitant. Nous l'avons encore en 2020. C'est terrible. Quand on prend les indicateurs sociaux sur le plan de la santé, aller à l'hôpital au Cameroun aujourd'hui, c'est courir le risque certain d'y trouver la mort. Alors que c'est un lieu où on va pour chercher la santé. Le système éducatif est en déliquescence. Et les manifestations récentes des enseignants avec la répression barbare que l'on a observée viennent le confirmer. La stabilité n'est plus là parce que pendant longtemps, nous nous vantions d'avoir la stabilité, d'être un îlot de stabilité en Afrique, notamment en Afrique centrale. Ça n'est plus le cas. Je viens de vous montrer les multiples foyers d'insécurité et de crise humanitaire. À l'extrême nord, avec Boko Haram, dans le nord-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, mais même déjà avec la frontière centrafricaine, avec les groupes armés qui passent de temps en temps de la Centrafrique au Cameroun, ou en tout cas qui essayent de traverser nos frontières. Donc, voilà la situation. Quand je fais ce constat, on ne peut pas dire qu'on sépare cela du chef de l'État. C'est le problème majeur. Nous avons un vrai problème de leadership. Nous avons un problème de gouvernance. Et c'est pour cela qu'il faut aller directement et le plus rapidement à la réforme de l'État camerounais. Il faut débattre et trouver une nouvelle forme de l'État. L'État actuel est hyper centralisé. On a concentré beaucoup trop de pouvoir entre les mains d'un seul individu. Le pouvoir exécutif, bien sûr, mais également le pouvoir législatif et pire, le pouvoir judiciaire. Tout cela est entre les mains d'un seul individu. Ensuite, l'hypercentralisation en termes de gouvernance globale de l'État. Il est anormal qu'un citoyen camerounais vivant à Maroua, c'est-à-dire l'extrême nord, à 1500 km environ de Yaoundé, soit obligé de venir à Yaoundé pour un dossier qui aurait pu être réglé à Maroua. Que pour le développement économique, une région qui aurait pu justement définir ses propres objectifs de développement dépendent à ce point de la décision de Yaoundé. Vous pouvez dire que la construction du barrage de la Menchou dans le nord-ouest est une priorité pour le nord-ouest, pour avoir de l'énergie, pour attirer les investisseurs et l'industrie, pour vendre le surplus au Nigeria. Mais le gouvernement camerounais estime que ce n'est pas sa priorité et va faire autre chose. Donc nous devons non seulement réformer l'État, mais nous devons aller le plus
loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme, pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Oui. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de démissionner? J'avais au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce qu'il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs, mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le Code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. Voilà. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Mais cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 oui. Vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement, vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que ce n'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle,
le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Maurice Kamto, laissons-nous un peu rêver. Quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être président? On rêve de tout quand on est jeune. Peut-être que j'en rêvais, je ne m'en souviens plus. Parce que j'ai rêvé de beaucoup d'autres choses quand j'étais jeune. J'aurais bien voulu aussi être artiste. Moi j'aurais bien voulu être artiste, un peintre ou un musicien. Mais ça fait partie des rêves et nous ne réalisons pas toujours nos rêves. Il se peut que j'ai rêvé d'être président, oui. La plupart des jeunes enfants rêvent d'ailleurs de ça. Je vous suggère de rêver un peu avec moi. Nous sommes en 2025 et on ignore comment, mais vous prenez la tête du pays après cette année en plus. Vous êtes président du Cameroun. Quelles sont les 2 premières mesures que vous prendrez? Je crois que ça aussi c'est un exercice de journaliste qui revient toujours. On vous dit quelles sont les 2 premières mesures ou bien qu'est-ce que vous faites dans les 100 premiers jours. Le Cameroun est un pays où il n'y a que des urgences. Il y a des urgences sociales, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable au Cameroun. J'ai vu de mes propres yeux des compatriotes ramasser de l'eau dans des flaques d'eau de pluie tombées sur la route, la grande route, pour boire, alors que des animaux venaient d'ailleurs de boire dans la même flaque d'eau, dans l'extrême nord du pays. Donc quand vous avez ça, c'est une urgence absolue. Vous ne pouvez pas mettre en 2e position. Mais il y a des urgences, d'autres urgences sociales. La situation des hôpitaux, des formations sanitaires au Cameroun. Peut-on différer la nécessité de réformer le système sanitaire, de redonner la confiance au personnel de santé, de mettre en place un plateau technique qui permet de prendre en charge les affections les plus simples sans que l'on court le risque d'y laisser sa vie? C'est une urgence. Il y a l'urgence scolaire, le système scolaire. Si vous avez regardé ces derniers temps, y compris un ministre membre du gouvernement qui allait battre campagne dans la partie septentrionale du pays, dans quoi? Dans une école soi-disant, il est assis sur une table banc, mais dans quoi? Ce sont des branchages d'arbres sans feuilles qui servent d'établissement scolaire. Les enfants continuent à s'asseoir à même le sol. C'est une urgence. Mais il y a aussi l'urgence économique, de la situation économique. Nous n'avons plus d'investissement direct étranger. Nous n'avons plus que quelques rares investissements locaux, en particulier d'ailleurs dans les bâtiments, pour construire soit des hôtels, notamment parce que la plupart des opérateurs économiques attendent la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, en espérant de rentabiliser leurs investissements. Tout est urgent. Regardez le niveau d'infrastructure, notamment routière. Entre les liaisons entre les principales villes du pays, Douala et Yaoundé, Yaoundé et Bafoussam, Douala et Bafoussam. C'est terrible, mais je ne parle pas d'autres régions. Pour aller du Cameroun, du sud du pays à Maroua jusqu'à Koussery, il n'y a plus de route. Je me demande comment ces populations vivent. C'est un désastre économique et social. Il n'y a plus de liaison possible entre les 2 régions. C'est une urgence absolue. Alors, quand vous me dites quelles sont les 2 principales mesures, je suis simplement obligé de vous dire, je prendrai l'ensemble des mesures nécessaires pour faire face aux urgences. Ensuite, nous avons tout le temps de dérouler notre programme économique que nous avons présenté pendant la campagne. Il y a des actions qui vont être des actions à moyen et à long terme, et il y a d'autres qui doivent être prises dans les 3 à 6 mois qui viennent. Mais quand vous exprimez, ça a l'air tellement simple. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir? Vous avez vu ces milliers de personnes à Paris qui scandaient votre nom. Vous n'avez pas peur de décevoir. Vous avez décrit la situation actuelle qui est chaotique. Donc le challenge est énorme. Vous avez ça à relever et vous avez tous ces regards de millions de personnes. Est-ce que... Il faut toujours avoir peur de décevoir en politique. D'abord parce que nous ne savons pas, quand vous prenez le relais
ce que vous allez trouver comme situation, elle risque, et la plupart du temps, elle est pire que ce que vous imaginez, surtout en termes de finances publiques. Donc vous avez là un vrai risque de décevoir. Mais ce qui me semble fondamental, et je crois que c'est cela aussi que les populations attendent, c'est qu'elles vous voient à la tâche. C'est qu'elles voient que vous ne dormez pas. C'est qu'elles voient que vous ne participez pas à la gabegie, à la distraction des biens publics et des fonds publics, mais qu'elles voient que vous avez une vraie volonté d'améliorer la situation. Je crois qu'on peut éviter la déception si, une fois que vous avez montré votre détermination à être sur la brèche chaque jour, vous arrivez à créer la dynamique qui fait que la population vous rejoigne dans cette action. Et là, il n'y a aucun risque de décevoir. Si vous êtes président, vous iriez vivre au palais d'Etoudi? C'est le palais de la nation. Je ne me suis jamais posé cette question. Il n'y a pas de raison qu'on n'y vive pas. Mais ce que je peux vous dire, j'ai promis aux Camerounais pendant ma campagne, partout à travers le pays, que si effectivement j'avais été en capacité de gouverner, si je suis en capacité de gouverner demain, je demanderai à des Camerounais venant de toutes les régions du pays, probablement de chaque arrondissement du pays, qu'ils viennent, que j'ouvre les portes du palais d'Etoudi pour qu'on y entre ensemble, pour qu'on voit ensemble. C'est leur palais d'abord. Parce que le président de la République n'est qu'un locataire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé la formule. Il est là parce que le peuple l'a élu. Ça ne peut pas être son palais. Ça ne doit pas être, comment dirais-je, une forteresse. Vous voyez, personne ne sait, en tout cas la plupart des Camerounais ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc moi, je vais ouvrir grand les portes du palais pour qu'ils découvrent justement ce monument, cet immeuble qui est le symbole du pouvoir exécutif et qui est en fait le symbole du pouvoir que eux, en tant que souverains, mettent à la disposition de l'élu. Vous avez été incarcéré, 9 mois de prison, pour incitation à la destruction de biens publics, si je ne me trompe pas. Comment vous avez vécu cette incarcération? D'abord, nous avons fait l'objet d'une arrestation arbitraire parce que c'était sans aucun titre ni mandat. Deuxièmement, nous avons été incarcérés, j'étais en prison pendant 9 mois de manière illégale, totalement illégale. C'est une allégation, vous dites qu'on a allégué que nous avons fait la destruction de biens publics. Il s'agissait en l'occurrence de la destruction d'ambassades. Parce que sur le terrain au Cameroun, là où nous avons marché, personne ne peut vous dire qu'il y a eu la moindre violence, la moindre brutalité sur qui que ce soit, même pas sur un passant. On n'a même pas bousculé des gens sur le trottoir ou les vendeurs à la sauvette. Tellement nous avions pris le soin de dire à nos militants, c'est une marche pacifique. Si les gendarmes chargent, vous vous asseyez, vous mettez les mains en l'air pour qu'on ne dise pas que vous êtes en posture d'agression et vous chantez l'hymne national. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand on les a gazés, quand on les a arrosés de jets d'eau, pire, quand on a tiré à bout portant sur 4 de nos camarades à balles réelles, même là, les populations, les foules qui marchaient n'ont pas riposté. Donc c'est injuste. On a donc trouvé comme seul prétexte ou motif à nous coller, d'abord pour susciter de l'émotion auprès des populations camerounaises en disant, voyez, ce sont des vandales, ils ont détruit l'ambassade à Paris, ils ont vandalisé l'ambassade, les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. On n'a pas trouvé autre chose donc que de nous coller cela. Ceux qui ont perpétré ces casses ont reconnu qu'ils en étaient les auteurs à visage découvert. Ils ne se sont pas cachés. Mieux, ils ont dit, nous n'avons rien à voir avec le MRC, ni avec M. Kamto, que nous ne connaissons pas, et que moi-même, je ne connais pas. Je n'ai cessé de dire, je ne connais pas ces personnes. Et ces personnes ont revendiqué leurs actes. Mais on a voulu nous coller cela. J'ai donc été obligé de porter plainte contre le ministre camerounais de la communication, qui répétait cela à chaque sortie et qui avait été le premier, avec le ministre de l'administration territoriale, à lancer cela dès le 26. Alors que les casses étaient encore en cours. Comment pouvait-il savoir que c'est nous qui avions organisé les casses, que c'est nous qui étions derrière, alors qu'elles étaient encore en cours? Et donc, depuis lors, nous avons porté plainte et nous suivons justement la procédure qui est en cours. Et le gouvernement camerounais qui a prétendu avoir porté plainte contre X n'a jamais porté plainte pour savoir qui étaient les auteurs de ces casses. C'est quand même grave. Et donc, nous suivons effectivement cette procédure qui nous permettra d'apporter toute la lumière, nous l'espérons, aux populations camerounaises. 9 mois de prison donc. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Non, ce n'est pas prêt à aller. Ce n'est pas un coup d'éclat. Ce n'est pas un coup de tête. C'est un travail de longue haleine et qui est un travail permanent. Nous allons nous battre
aussi longtemps que nous sommes vivants. C'est une affaire de conviction profonde. Je veux que mon pays soit au niveau où il doit être, en termes de développement, en termes de rayonnement sur le continent africain. Nous avons un pays qui est extraordinaire, qui a une population exceptionnelle, qui a une diaspora fabuleuse, qui est une diaspora très lettrée, en très très grande partie, qui est une diaspora expérimentée, qui s'est frottée dans les entreprises, dans les institutions, dans les administrations, à la compétition, à la concurrence internationale, et qui peut nous apporter beaucoup. Et mon rôle, avec tous ceux qui sont avec moi dans le MRC, mais dans la dynamique que nous avons créée à l'occasion de l'élection présidentielle, notre rôle, c'est de dire qu'il faut rendre cela possible, c'est-à-dire non seulement la contribution de la diaspora, bien évidemment, mais l'éveil et le réveil des populations camerounaises pour prendre leur destin en main possible. Et ça, c'est un combat qui doit se poursuivre aussi longtemps que le système actuel est en place et ne fait aucune réforme qui nous permet d'avancer. Évidemment, la lutte doit continuer, on doit continuer de se battre. Maurice Kamto, depuis 2018, est-ce que vous estimez avoir commis des erreurs? Je n'en sais rien. Si j'en ai commis, on commet toujours probablement des erreurs, même si on n'en est pas toujours conscient. Si j'en ai commis, c'est à vous, c'est à ceux qui m'observent de dire vous avez commis telle ou telle erreur. Et à ce moment-là, soit je m'en explique, soit je prends acte. On se dirige vers la fin. Juste une petite question. Dans les années 82, lorsque Paul Biya a pris les rênes, on parlait de lui comme étant quelqu'un de charmant, quelqu'un d'humain, quelqu'un de calme, de docile. Et aujourd'hui, vous, comment vous vous voyez? Qui est Maurice Kamto en privé? Comment pouvez-vous décrire? Comment voulez-vous que je parle de moi-même, surtout de qui je suis en privé? C'est ceux qui m'observent en privé qui peuvent le mieux parler de moi. Comment voulez-vous que je puisse même simplement imaginer comment je me perçois moi-même? D'abord, c'est impossible psychologiquement, mentalement, c'est un exercice. Est-ce que vous vous sentez révolutionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire? Oui, si révolutionnaire s'entend de rupture avec un système qui est mauvais, un système qui nous a conduits dans l'impasse, avec un système qui est une dictature brutale et violente, oui, je suis révolutionnaire. Si révolutionnaire veut dire susciter une prise de conscience de nos compatriotes sur ce qu'est le Cameroun, son histoire, et sur ce que le monde attend de nous aussi en tant que part de la communauté humaine, oui, je suis révolutionnaire en ce sens que je veux rompre avec l'Africain qui est courbé, l'Africain qui n'a aucune estime pour lui-même, l'Africain qui croit qu'il n'a rien à apporter sur la scène du monde. Oui, à ce moment-là, oui, je dis je suis révolutionnaire sans hésiter. Merci Maurice Kamto. C'est moi qui vous remercie.